Ça peut arriver. Alors, Ah, oh, oui, oui, oui. Oui, eh bien l'intéressé va répondre en premier. Moi, je... En tout cas, on peut dire il a une barbe mais il n'a pas de moustache. Pourquoi j'ai pas de moustache? C'est parce que quand je faisais de la plongée et que je mettais le tuba et le masque, eh bien, qu'est-ce qui se passait? C'est que l'eau rentrait dans le masque. Alors, j'ai décidé de couper la moustache pour ne pas me noyer. Bon, maintenant, l'histoire de la barbe, Geneviève, Voilà. elle a sa version. Au début, quand on se connaissait, on se retrouvait le samedi après-midi. Et puis, un jour, un samedi, je dis à Théo, ah, j'aimerais vous voir sans barbe. Ni une ni deux. Le samedi suivant, il arrive, il s'était fait raser la barbe. Je lui ai dit, ben vous reviendrez quand elle aura repoussé. Et c'est comme ça qu'il l'a jamais coupée depuis bientôt 60 ans. Il faut dire que j'avais dû attendre au moins 3 mois avant qu'elle repousse. Dadou a toujours parlé qu'il écrirait ses mémoires. Il avait toujours des choses à écrire. Il a d'ailleurs écrit quand il a fait ses voyages en Algérie, etc. Et donc, il s'y est mis, mais je ne me souviens plus à quel moment. Et il a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup écrit. Et pour lui, c'était très important. Mais Je crois que c'est quand il était à la retraite qu'il s'y est mis d'une façon plus sérieuse encore. Mais il avait 70 ans quand il était à la En retraite. tout cas, il souhaitait que ses mémoires soient publiées. Voilà. Et il croyait qu'il aurait pu probablement les vendre. En tout cas, il écrivait avec l'arrière-pensée qu'il serait lu. Et c'est pour ça qu'il présentait les choses d'une manière avantageuse, si on peut dire. Et d'ailleurs, il disait jamais je. Il parlait de Charles comme de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il n'a jamais voulu dire je. Le frère de Charles, la mère de Charles, mais jamais mon frère. Voilà. Mais D'ailleurs, quand il a fait les derniers chapitres, il disait Dadou fait ci, Dadou fait ça. et il a fini ses mémoires au CIM. Les derniers chapitres qu'il a écrits, c'est quand il avait quitté la Normandie et qu'il était au CIM, qu'il était au Prat. Alors, pour la petite histoire, il faut dire aussi que c'est son petit-fils Pierre-Christophe qui les a tapés et qui les a fait photocopier pour que chaque membre de la famille ait son exemplaire. Donc, ces mémoires ont été tirées environ en une quarantaine d'exemplaires pour que tous ses descendants puissent en avoir Un un exemple. exemplaire. Alors, ce qui fait que son vœu d'être publié a été en grande partie Réalisé par Pierre Christophe. réalisé par Pierre Christophe. Voilà. C'est la plus belle chose du monde, comme dirait Madame de Sévigné. Dormir avec le ciel sur la tête et puis les yeux dans les étoiles filantes. En tout cas, la première chose que je faisais quand j'emmenais des vacanciers, des jeunes ou des moins jeunes, c'était de les emmener bivouaquer. Ils disaient Théo, il est un peu fou. Mais le lendemain, ils avaient tellement eu peur des loups qu'ils en avaient un souvenir éternel.
Moi, j'ai un souvenir de bivouac quand on était partis tous en voiture, toujours avec l'Ariane. On arrive au pied d'un adorable petit village perché dans le Midi, tout en rond. Et puis c'était le soir, il fallait qu'on trouve un coin où dormir, tous les 6. On a pris la petite route qui montait en haut, mais comme on avait la grosse remorque derrière, c'est devenu un chemin de terre, on ne pouvait pas tourner, il fallait qu'on arrive en haut. On a fini par arriver en haut, on a fait à manger, on a installé le bivouac. Et alors on avait dit aux enfants, surtout à Xavier, qu'on allait coucher à la belle étoile. On ne montait pas la tente ce soir-là, on couche à la belle étoile. Tu te souviens? Et alors tout le monde s'endort, vous, toi, Didier, Claire, et Xavier il tournait. Je sais pas, il avait, je sais pas, 8 ans, quelque chose, 9 ans, je sais pas. Et puis il finit par me dire, alors je lui dis, mais arrête, pourquoi tu bouges comme ça tout le temps? Nous, on ne peut pas s'endormir. Oui, mais je cherche la belle étoile. Alors j'ai été obligée de lui expliquer que la belle étoile, elles étaient toutes belles. Oui. Après avoir été squatteur dans la fameuse maison avenue du Château dont Théo a parlé tout à l'heure, ensuite nous avons eu 2 petites pièces dans un pavillon chez les Lemourou, puisque c'était la crise du logement terrible. Nous avons eu enfin la chance d'avoir un appartement de 4 pièces, et nous avions déjà les 3 garçons, à Rueil-Malmaison. Alors, vous vous rendez compte, 4 pièces avec une salle de bain, c'était formidable. Parce que c'était vraiment la crise du logement terrible dont vous avez entendu parler par l'abbé Pierre, entre autres, etc. Et il a fallu aménager cet espace. Et alors, pour nous, ça a été la première fois où nous avons pu rêver de, de décor. Et donc, effectivement, on a acheté des grands rideaux rouges et avec des philodendrons qui montaient le long. Et en plus, comme il fallait, c'était des appartements quand même qui étaient relativement bon marché, hein. Il, il y avait 2 pièces qui communiquaient, plus la salle à manger et la cuisine. Alors, en fin de compte, il y avait non seulement les fenêtres qui étaient aménagées, mais il y avait des grands rideaux, toujours nos philodendrons, qui séparaient la cuisine de la salle à manger et qui séparaient une chambre de la salle à manger, le salon de la salle à manger. Voilà. Tu t'en souviens, Théo? Oui, je m'en souviens. Ah oui, pour nous, ça a été une étape. Moi, je dois dire que le potager de Servoz, ici, c'est plutôt l'apanage de Geneviève. Mais moi, j'ai toujours été très content que nous ayons ce potager. Mais Geneviève, quand même, qui a une culture, euh, un petit peu une culture paysanne, puisque ses arrière-arrière-grands-parents. Mais en tout cas, c'est toi qui t'en occupes surtout. Moi, ce qui m'a donné le goût du jardin, c'est Grand-Mère-sur-Aune, la mère à Dadou. Parce que quand j'étais petite, j'allais souvent passer des semaines de vacances. J'étais d'une santé un peu délicate chez grand-mère. Et grand-mère, elle me prenait jamais dans ses bras, elle me faisait jamais de bisous. Mais grand-mère, elle me disait, allez, on monte au jardin. Alors on partait, elle prenait ses outils, puis on montait le petit sentier qui était derrière chez elle. On arrivait au jardin. Et puis comme par hasard, elle me disait, tiens, regarde, tu sais, ce poirier-là, tu vas voir. Elle tâtait les poires, elle en prenait une, elle avait toujours un couteau dans sa poche, elle épluchait, et elle me faisait manger. C'était bon, c'était incroyable. Elle me disait, tiens, on va ramasser ces légumes-là, ceux-là, puis on va se faire ça à midi. Et c'est petit à petit que c'est ça qui m'a donné le goût
les framboises cueillies dans le jardin de grand-mère, c'était extraordinaire. Les petites pommes de terre du jardin de grand-mère, c'était extraordinaire. Et puis quand même, à la maison, à Colombes, on a toujours eu un jardin. Pendant la guerre, où on n'avait rien à manger, toutes les pelouses et les plates-bandes, c'était que des légumes qu'on plantait, qu'on récoltait, parce qu'on n'avait rien. Alors donc j'ai vu encore là, j'étais petite pourtant, mais mes parents faire le jardin, mon frère aider faire le jardin pour qu'on puisse manger. Et puis ce qui fait que, ben, automatiquement, on se trouve à la retraite, on a un beau jardin, et ben on fait nos légumes et on a beaucoup de plaisir à partager nos légumes avec nos enfants quand ils viennent ou nos petits-enfants. Je, je suis allé voir sur Internet au mot collectionneur. Alors, ça va de la maladie mentale jusqu'à la manie, la douce manie. Je crois que ça permet à tout un chacun de ne pas aller trop loin dans la manie. Bon, ceci dit, grâce aux collectionneurs, eh bien l'histoire peut être réécrite parce que c'est dans les collections qu'on trouve le plus de souvenirs des temps passés et qui permet aux historiens d'écrire l'histoire sur du papier. Je m'excuse, mais on ne peut pas arrêter 5 minutes. Cette bouteille faisait partie de l'héritage des Matedi. Après le décès de notre grand-mère à Bellevue, on est allé rechercher tous nos vieux meubles, ou en tout cas ce qui restait de l'héritage, qu'on avait garé, qu'on avait mis dans un petit grenier qui appartenait à des voisins de l'école dans Sauvillers, qui s'appelait les Amaury. On avait ramené tout ça à l'avenue du Château où on nous prêtait un appartement au troisième ou quatrième étage, je ne me souviens plus. Et on a réuni donc les 4 frères et sœurs, Bernard, Gaby, Marie-Françoise, Théo, et on a décidé de faire des lots et ensuite de tirer au sort, avec la possibilité, bien entendu, de se rééchanger après coup les divers lots qu'on aurait gagnés. Alors c'est comme ça qu'il y en a qui ont eu toute la vaisselle, d'autres qui ont eu un ou deux petits meubles, Nous, on avait les fauteuils du salon. les fauteuils du salon. On avait dû avoir certainement je sais pas, peut-être le buffet, enfin, je me souviens plus très bien. Et donc, tous ces objets ont été emportés par les 4 frères et sœurs Matedi. Alors, je peux rajouter quelque chose. À Geneviève, ils étaient déjà mariés, Gaby et Geneviève, et puis moi, nous, on était fiancés. Alors, toutes les deux, on est partis se promener dans les bois de Meudon pour laisser les 4 frères et sœurs tirer au sort leur lot, et on les a laissés tranquilles. C'était la moindre des choses. Voilà. C'est une très vieille histoire. Je crois qu'on essaye de se retrouver des ancêtres à partir du moment où on perd sa famille. Et j'avais réussi à conserver euh, des documents familiaux que ma mère n'avait pas détruits sur la famille, des photos, des, des lettres. Et quand je n'ai plus du tout de parents, eh bien, je me suis reconstitué une famille virtuelle avec la généalogie. Alors j'ai commencé à explorer
le pays de Val-de-Blore, où avait vécu mon père, mon grand-père Berrioux, que j'ai jamais connu, et tous les ancêtres de ce côté-là. J'ai renoué avec les descendants de la famille Muller, mon grand-père. J'ai fait des recherches aussi en Normandie pour essayer de retrouver des, des renseignements sur les familles de ma grand-mère. J'ai pratiquement rien retrouvé là en Normandie. Oui, mais Jean-François, il te posait la question, la généalogie Matedi. Alors là, tu as parlé Oui. des Muller, donc c'est ta Alors, grand-mère maternelle, là. oui, alors la démarche, elle n'est pas exclusive. J'ai pas de raison de rechercher que les Matodi et sans m'occuper des autres. Donc, et puis, au fur et à mesure que je fais des découvertes, ça s'élargit. Et il arrive souvent, alors je fais partie d'une association de généalogie des Alpes-Maritimes, bien sûr, mais il arrive souvent que je reçoive des emails sur Internet de gens qui me disent j'ai appris que vous faisiez la généalogie du côté d'eux, etc. Et est-ce que vous ne pourriez pas m'aider? Alors, chaque fois que j'ai des documents intéressants pour ces descendants de la famille, qui sont bien sûr des, des, des cousins très éloignés à la mode de Bretagne. En tout cas, je leur fais des photocopies de tout ce que j'ai et je leur envoie. Et eux, en principe, ils font la même chose. Et ils sont ravis. Ils sont ravis. Donc, je fais énormément plaisir à beaucoup de gens qui recherchent eux-mêmes leurs racines. Parce que il ne faut pas vivre que dans le passé, mais on ne peut construire un avenir qu'en s'appuyant quand même sur le passé. La caméra? 8 millimètres. La caméra, 8 millimètres. Oui, c'était la mode en... Je n'ai plus l'année en tête. Enfin, c'est dans nos premières années de la Lavanche. Même avant. Disons, la Mais première... non, bien avant, puisqu'on a Claire toute petite. Oui, c'est vrai. Ah bah si, oui, 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 oui. Oui, oui, c'est bon. Il y avait d'ailleurs un animateur qui s'appelait Jean-Pierre Pat, qui avait une caméra 9.5 et qui avait pris en film la vie de la Lavanche. Bon, alors ça nous a donné l'idée d'en acheter, mais on n'avait pas suffisamment de sous parce que c'était assez cher. Mais il y avait un jeune vacancier de la Lavanche, du Touring Club, dont les parents travaillaient chez Kodak. Les Jahandiers. Et les Jahandiers. Et qui avaient, ces gens-là, des réductions dans la maison Kodak. Alors par leur intermédiaire, on a acheté une caméra Kodak. Alors elle fonctionnait avec un ressort de réveil et il fallait tourner un bouton jusqu'à ce que le ressort soit bien remonté et que la caméra puisse fonctionner. On mettait à l'intérieur de cette caméra des films 8 mm. Le 8 mm a succédé, si on peut dire, au 9.5, qui était plus ancien. Et ensuite, on est arrivé au double 8. Et après, bien après, on a fait donc des caméras numériques. Enfin, je résume parce qu'en fait c'est encore plus compliqué. Alors on a donc utilisé cette caméra 8 mm à la Lavanche où on a tourné des films, d'une part des films de reportage sur la vie du centre de vacances, mais aussi des films d'aventure construits par les jeunes vacanciers. Alors, avant le départ, on leur avait envoyé une circulaire en leur disant « Vous allez construire, enfin, tous ceux qui veulent,
vont construire un scénario, et puis on prendra le meilleur ou ce qu'il y aura de meilleur dans ce que vous nous amènerez. Alors il est arrivé, quand on s'est retrouvé donc à la Lavanche, il y avait, je me souviens plus, peut-être une douzaine ou une quinzaine de scénarios qui tous avaient quelques éléments qui étaient intéressants. Alors on a fusionné à peu près tous ces éléments et on en a tiré une histoire euh, qui se tenait, enfin on croit qu'elle se tenait, et on a tourné un film. Celui-là, il était en noir et blanc, parce qu'on utilisait aussi la couleur. Mais les pellicules noir et blanc nous revenaient moins cher. Donc ce film qui s'appelait Les mystères de la Lavanche euh, nous a, enfin, nous a pris pas mal de temps. Je crois que c'était pendant les vacances de Pâques. Et après le retour dans la région parisienne de tous les jeunes vacanciers, on a fait une réunion à la péniche du Touring Club, qui était une grande salle de réunion, où on a passé le film qui avait été construit par les jeunes de la Lavanche. Voilà, et je l'ai encore. Oui, mais moi je suis... Bon, toi tu te souviens que de ça, alors que moi, la caméra 8 mm, ça a été une étape extraordinaire où on a pu filmer nos enfants petits, on a pu filmer nos parents, et maintenant qu'il y en a qui sont plus là, c'est formidable et c'est émouvant de pouvoir les revoir et de revoir nos enfants tout petits, jeunes, et c'était tout en couleur ce qu'on a pris. Bon, alors il y a bien sûr qu'il y a ce film de la Lavanche, mais je pense que les souvenirs de films sont plus parlants que les photos qu'on prenait. Voilà. Et il est possible que, il ne faut pas trop qu'on s'avance, mais que ça a contribué à, comment dirais-je, à la passion de certains pour le cinéma. Quel budget! Bon, bien sûr, Théo te dira quel budget parce qu'il n'a jamais fait de budget familial. C'est moi qui tiens les cordons de la bourse et que je les tiens serrés depuis le début parce qu'on n'avait vraiment pas de sous. Mais bon, ben, on est quand même, on a réussi pas mal, quoi. Mais c'est moi qui tiens. Alors, récemment, j'essaye de mettre le plus possible Théo dans le coup. Il m'a fait confiance tout le temps. Mais je m'aperçois comme j'ai eu des... J'étais pas bien l'été dernier. J'ai dit, moi, il suffit qu'il m'arrive quelque chose, ben, où tu retrouveras tous les papiers. Il faut absolument qu'on fasse tout ensemble. Mais Mais je ne suis pas doué. non, non. Enfin, bon, passons. Mais Gabi a beaucoup fumé. Il fumait beaucoup, Gabi, et Geneviève aussi. Ils fumaient tous les deux. Beaucoup, Nous beaucoup. avons connu une époque où on ne savait pas que le tabac était dangereux. Et moi, je me suis arrêté, j'avais 21 ans, parce que je m'étais fait voler mon portefeuille, ma pipe et le tabac qu'il y avait dans mon sac. Et je me suis dit, c'est complètement idiot de dépenser de l'argent. Enfin, ce n'était pas pour des raisons médicales que j'ai arrêté, moi, ça a été pour des raisons financières, une décision financière. Bon, Bernard a fumé aussi très longtemps, et même il apprenait à nos enfants à fumer, La pipe. oui, ce qui nous a valu des discussions difficiles. Marie-Françoise, non, elle n'a pas fumé. Jamais. Gabi a fumé longtemps.
mais il a su s'arrêter, Ben, ils ont arrêté tous les tous les deux deux, avec à Geneviève. Villard-de-Lans. Voilà. Quand ils avaient Villard-de-Lans, donc ils ont quand même fumé jusqu'à il y a 30 ans, hein. Voilà. Ils fumaient beaucoup, beaucoup. Alors, parmi nos petits-enfants, euh, non, parmi nos enfants, il y a Didier qui fume encore et qui n'a pas trouvé, enfin qui n'a pas décidé de s'arrêter réellement. Mais les autres ne fument pas, à ma connaissance. Par contre, on a des petits-neveux qui fument. Pas tous. Alors on avait à Colombes, on avait une femme de ménage qui était vraiment, qui restait très très longtemps dans la famille, Enfin, c'était une amie. qui est restée très très longtemps dans la famille, puisqu'elle était déjà là après la guerre, quand Françoise est née. Et ma petite sœur. Et donc elle s'appelait Madame Germaine. Et ils n'ont jamais eu d'enfants, ces gens-là. Et Monsieur Bruni, son mari, Bruni, c'est un nom connu. avait plein de choses dans un hangar, plein de bricoles. Et Théo t'avait trouvé. Oui, elle m'avait dit si je voulais des, des, des bouts de bois, des outils, des planches, je pouvais les prendre. Alors c'est comme ça que j'ai récupéré deux madriers, c'est comme ça qu'il faut appeler, euh, de chêne, très vieux. Il y en a un qui était même un petit peu brûlé, que j'ai rapporté, et avec lesquels plutôt j'ai fait une petite table basse en y rajoutant des pieds de bois de châtaignier. Et Théo Et me l'a offert pour une fête de fin d'année. voilà, Tu me l'avais faite pour une fin d'année. je m'en souvenais pas. En tout cas, je la vois, elle est là, à côté de nous, et elle nous sert de... C'est là qu'on met le courrier, les journaux, pour que ça soit à la disposition de tout le monde et spécialement de tous nos visiteurs. Félicie, c'était notre marraine. Elle était originaire de Val-de-Blore et c'était, enfin les Philippe, sa famille, c'était les plus grands amis de la famille de mon père Gabriel. Et Félicie n'était pas seulement attachée au Matedi, mais comme elle avait émigré dans la région parisienne, exactement à Colombes où elle tenait un petit magasin, elle était un petit peu le point de rendez-vous de tous les autres émigrés de Val-de-Blore. Et chaque fois qu'on allait la voir chez elle, d'abord à Paris, ensuite à Colombes, eh bien, on rencontrait des tas d'autres personnages de Val-de-Blore. Alors, inutile de dire que quand on allait en excursion, en exploration à Val-de-Blore, eh bien, on logeait sur les terres de Félicie. On mettait notre tente et on restait un mois avec nos gamins. Euh, et bien sûr, on allait très souvent lui rendre visite. Alors, c'est, disons, à cause d'elle, ou grâce à elle, que nous nous sommes Bon, retrouvés tous les deux, parce que la famille de Geneviève, côté descendant Val-de-Blore, euh, connaissait aussi Félicie. bon, alors, ma mère connaissait très bien Félicie, même avant de se marier, parce que justement, ma grand-mère était originaire de La Roche-Val-de-Blore et très amie. Et, voilà. Et toute la famille Philippe, il faut dire que Félicie, elle n'était pas toute seule, elle ne s'est jamais mariée, mais elle était avec ses 4 frères et sœurs. Ils avaient tous émigré et
une des sœurs était morte et c'est Félicie qui a élevé ses deux neveux et nièces. Voilà. Donc, elle avait une famille tout en étant célibataire. Alors, effectivement, elle a travaillé au village suisse avec ma mère, avant qu'elle se marie, ma mère, et puis elle a acheté Colombes. Alors, Colombes, c'était à 500 mètres de notre pavillon. Elle avait monté son petit commerce dans un quartier ouvrier qui était tout neuf, ce quartier ouvrier. C'était des petits bâtiments en briques. Et c'était un magasin de confection. Alors, il y a toute une histoire. Et donc, moi, j'allais beaucoup chez ma marraine. Elle venait beaucoup à la maison. Je me souviens de réunions, les autres, avec ses frères et sœurs, etc. C'était tous la famille Philippe, Alex Philippe, Virgile Philippe, voilà, tout cela. Et j'étais très très attachée à ma marraine, ce qui fait que même pendant la guerre, on fêtait la fête des mères, et puis on faisait un cadeau je faisais un cadeau pour ma mère, et j'ai toujours fait un deuxième cadeau que je ferais à Félicie, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, je trouvais. Alors je lui offrais toujours le cadeau qu'on fabriquait à l'école, comme ça. Alors moi j'ajouterais que, sachant que nous venions tous de Val-de-Blore, on a fait des recherches généalogiques et on s'est aperçu que Théo et Geneviève étaient cousins à la troisième ou quatrième ou cinquième, je ne sais plus, génération. Enfin, on a retrouvé toute la chaîne des ancêtres. Alors on est cousins au moins une fois, mais si on cherche un petit peu plus loin, peut-être sommes-nous plusieurs fois cousins. C'est vrai que on se voyait régulièrement avec les Davaille, eux, leurs quatre filles, et puis nous, les trois garçons et la fille. Mais Michel, en fin de compte, n'aime pas trop voyager, surtout à l'étranger. Il n'aimait pas du tout, mais ça rapportait pas mal ses voyages avec l'IGN. Et alors, effectivement, il a été tiré des cartes, il a fait des voyages, il travaillait là-bas. Et il nous faisait des séances de diapos, tu te souviens? On le sollicitait d'ailleurs Le pour dimanche ça, après-midi. parce que on savait que les voyages, les récits de voyage intéresseraient toujours notre public. Enfin, notre public, c'était les vacanciers qu'on avait. Mais non, c'est chez nous. Il Oui, n'a pas fait de diapos aussi, Michel il Daval, en a fait jamais. quand même quelques-unes. Il nous parle d'à Versailles. Oui, je mélange Il un n'en a petit pas peu, c'est fait. vrai. Il n'en a pas fait. Mais je suis sûr qu'il en a fait sur des visites du Paris insolite. Ah, oui, oui, mais c'est pas d'Algérie. Parce que c'est un bon photographe, mais un mauvais raconteur. Donc il avait des sujets, mais il mettait pas le piment, il trichait pas, il inventait pas pour retenir le public. Ah là 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 là. Moi, j'ai toujours eu la passion de la lecture, depuis toute petite. Pour moi, c'était une histoire d'évasion incroyable. Euh, Même, je le racontais il n'y a pas longtemps, il y a 2, 3 jours, je ne sais pas à qui, même quand j'avais 10, 12 ans, alors j'avais pas le droit à une heure donnée, mon père voulait que la lumière soit éteinte, on devait dormir. Mais j'avais tellement envie de lire, surtout à l'époque, je faisais du scoutisme, je lisais des signes de piste. Eh bien, j'avais une petite bougie, des allumettes, j'allumais ma bougie, je remettais drap, couverture, tout ça, pour être sûr que Dadou ne voit pas une raie quand il était sur le palier, qu'il ne voit pas une raie de lumière. Et j'ai lu comme ça, j'ai pas mis le feu, c'était un vrai miracle. Mais tu n'as pas dit que tu piquais des livres Alors dans la maintenant, bibliothèque de Dadou? oui, oui, attends, là, je vais revenir. Tout ça pour expliquer ma passion de lecture. Alors évidemment, j'avais pas toujours quelque chose à lire.
Alors Dadou avait une grande collection de livres, il avait une grande bibliothèque et évidemment, en douce, j'allais piquer n'importe quel livre. Et figurez-vous qu'un jour, il avait Candide de Voltaire avec des jolis petits dessins euh, érotiques. Et comme on nous parlait absolument pas de sexe à l'époque, donc j'ai rien trouvé de mieux que d'amener ce joli livre, qui était d'ailleurs numéroté, c'était un livre de collection, je l'emmène à Jeanne d'Arc, je le planque au fond d'un sac, sous mon manteau, au vestiaire, et puis je pouvais comme ça le montrer à mes copines, Simone Granger, etc. Alors, bon, ben, il fallait bien s'informer comme on pouvait, hein. Et puis voilà que, donc, ce vestiaire, eh bien, on ne savait pas qu'il était vérifié par les bonnes sœurs. Je suis convoquée au bureau de sœur Antonine, qui était la sous-directrice, qui m'a dit, j'ai convoqué votre papa parce que nous avons trouvé ce livre. Alors, bon, ben, Dadou est venu, il a récupéré le livre, il m'a strictement rien dit. Et ce qui fait que Mais il n'a pas ri. il a rien dit là. Il m'a dit bon, moi je te laisse lire ce que tu veux. Ça peut pas te faire de mal, c'est très bien écrit, etc. Alors seulement ça m'est resté profondément et je n'ai plus jamais amené quoi que ce soit. Bon, ceci dit, voilà. Et depuis, j'ai toujours cette Mais tu lis combien de livres par an? une soixantaine, sans compter les revues. Et moi qui n'ai fait aucune étude, qui ai quitté l'école à proprement parler au niveau de la quatrième, c'était le cours complémentaire, j'ai fait aucune étude. Après, j'ai fait 2 années d'école pigier. Eh bien, je me suis formée que par les livres. Et la rencontre que j'ai eue avec Théo, qui m'a fait découvrir, entre autres, ce qu'on disait tout à l'heure, Teilhard de Chardin ou autre, euh, mais quand même, c'est une longue histoire parce que j'ai fait partie aussi de la GEC, etc. Ça m'a ouvert l'esprit. Je n'ai pas fait d'études, mais je me suis formée sur le tas. Voilà, autodidacte. J'ai débordé pas mal. Alors, nous, on n'aurait pas grand-chose à dire dessus. C'est Didier qui aurait beaucoup de choses à dire. Mais c'est Théo qui raconte les voyages de Didier comme si, comme si il lui tenait la main, comme s'il avait tenu la main à Didier. Alors ça, c'est comique. Oui, mais Didier dit toujours, j'écris le récit de mes voyages. Et tout le temps, il dit, j'écris, j'écris, j'écris. Ben, il a plein de cahiers. Alors, je le crois, il doit avoir des tonnes de cahiers, mais on n'en a jamais vu un seul. Et tout ce qu'on sait, c'est ce que lui nous a raconté. Alors, nous, on le répète, bien sûr, en y rajoutant peut-être quelques grains de sel. Nous, tu racontes. Oh, bon, Non, là, je ne veux pas passons. être associé. Moi, j'ai rien à dire sur le rire de Bernard. Moi, je... Bernard a toujours été, même petit, un petit peu moqueur. Il aimait faire des farces. Et je me souviens d'un jour où il avait mis du poivre dans un fruit ou dans un bonbon, je ne me souviens plus, en disant tu peux manger tous les bonbons sauf celui-là, sachant qu'on prendrait celui-là, qui était plein de poivre. Et ces petites farces le faisaient rire d'une sorte de rire sardonique pour qui ne le connaissait pas. En fait, il s'accordait quelques petites satisfactions sur les aînés ou les plus grands que lui. Ah, l'uniforme. Ben, c'était...
J'ai eu plusieurs uniformes dans ma vie. Il y avait un uniforme à Jeanne d'Arc, puis après, c'est vrai, donc alors l'uniforme, c'était les soquettes blanches, la jupe bleu marine, le pull bleu marine, et le foulard, c'est tout. Il n'y avait pas de chapeau. Il y avait un béret, si, on avait un béret, voilà. Mais ça, c'était bon, l'uniforme des guides. Mais quand j'étais à Jeanne d'Arc, eh bien, j'avais un uniforme pareil. Alors là, c'était pas les soquettes, c'était les chaussettes blanches, la jupe bleu marine, le pull bleu marine ou le chemisier blanc. Et on avait là un chapeau. Et ce qui fait qu'on se différenciait beaucoup à Jeanne d'Arc, ça c'était celles qui avaient des études payantes, mais celles qui étaient dans une autre partie de Jeanne d'Arc et qui ne payaient pas, qui était l'école paroissiale, eh bien elles n'avaient pas le même uniforme que nous. C'était une ségrégation terrible. J'ai entendu dire que le ministre voulait remettre l'uniforme dans les lycées. Ben, je peux dire que moi, c'est mon grand-père Muller, Ferdinand Muller, qui m'a fait découvrir les outils parce que dans la cave de Bellevue, il avait un petit atelier avec des vilebrequins, des tarières, des tas de choses comme ça. Et puis il m'apprenait à m'en servir. Ensuite, ensuite, lorsque nous sommes allés faire des centres de vacances, entre autres dans le Val-Romais, eh bien, on trouvait dans la nature des décharges avec beaucoup d'outils abandonnés qui ne servaient plus, remplacés bien sûr par des outils plus modernes, électriques, etc. En tout cas, j'ai très vite, d'ailleurs c'est Didier même qui m'a aidé à le faire, on a très vite accumulé des tas de toute une collection d'outils anciens et donc on est devenu vraiment des collectionneurs très compétents en outils anciens. Mais là, j'ouvrirai une petite parenthèse. Didier avait trouvé dans le gardien de la Lavanche faisait un grand feu et jetait tout ce qui était les vieilles choses à supprimer. Et il y avait un joug de cornes, De vaches. des fameux attelages de vaches qui étaient en train de brûler. Didier s'est précipité, a dit « Monsieur Neville, est-ce que je peux prendre le joug ?» Et l'autre a dit « Oui, c'est à foutre en l'air. » Et il l'a rapporté, il l'a mis dans la cave à Dadou, où il y avait des fauteuils que Dadou voulait restaurer. Mais Dadou a fini par faire venir un brocanteur pour lui demander combien valaient ces vieux fauteuils, parce qu'il croyait que ces vieux fauteuils avaient un grand prix. Alors le brocanteur a dit non, ce vieux fauteuil ça vaut rien, mais le joug que je vois ici m'intéresse beaucoup, il vaut très cher. Alors Dadou a été vexé de voir que ces fauteuils n'avaient aucune valeur. Pour ce brocanteur. Pour ce brocanteur. Faut pas exagérer. Voilà. Et Didier n'a pas vendu son joug. Voilà. Alors le problème maintenant se pose parce que non seulement on est encombré de tas de vieux livres, mais aussi de vieux outils. Et j'en ai plein la cave. Alors on en avait donné plein, Théo en avait donné plein à Philippe Vouillamoz pour son Moulin des artistes. Il voulait monter un écomusée. Philippe est mort l'année dernière. Et un matin, Marie appelle Théo, est-ce que vous voulez venir récupérer vos outils? On ne sait plus qu'en faire. On ne veut pas les jeter. Vous les avez donnés à Philippe. Alors Théo, il y est allé. Il en a donné quand même quelques-uns aux neveux, etc. de la famille Vouillamoz. Et puis il a ramené les outils. Là. Mais je dirais encore là, ce qui a plu le plus aux neveux de Marie, c'était une vieille chaussure intitulée Chaussures d'Horace Bénédicte de Saussure.
une vieille chaussure trouvée dans une Avec décharge, des tricounis en dessous. avec des tricounis qui étaient une rareté pour les gens du pays, qui étaient contents de montrer les chaussures d'Horace Bénédicte de Saussure. On a fait partie de beaucoup d'associations. Enfin, moi j'ai dû en faire en plus partie que toi même. J'avais plus de temps. C'est un mot qui est restrictif parce que ça couvre un certain nombre de phénomènes sociaux, mais les mouvements de jeunesse, c'est aussi une vie associative. Toi qui as fait partie des scouts, enfin des guides, c'était une forme de vie associative pour jeunes. Moi, j'ai fait de la GEC à une certaine époque, c'était aussi une forme de vie associative. Après, quand on s'est occupé d'un journal local, euh, c'était aussi le fruit d'un groupe associatif. Et puis, euh, professionnellement, quand on a dirigé des, des centres de vacances, par exemple avec le Touring Club, c'est une association qui avait une vie associative. Après, quand on a dirigé les CIM, c'était une fédération, loisirs, vacances, tourisme, qui avait aussi ce qu'on appelle une vie associative. Donc c'est un On terme, était salariés d'une association. voilà, c'est un terme qu'on met un petit peu à toutes les sauces, mais qui couvre euh, tout ce qui est fait en commun et d'une façon générale désintéressée. Parce que le, le fait de travailler à, à une affaire commerciale, là, c'est plus de la vie associative. Ça porte un autre nom, je ne sais plus. euh, c'est une association commerciale. Enfin, le mot association, C'est pas une association. c'est un regroupement de personnes. Alors, dans un but de profit personnel ou collectif. Bon, puis sur un plan bénévole, on a fait partie de tas d'associations. On en fait encore partie d'ailleurs. Humanitaires, culturelles, on peut en trouver plein. Il y a Et, même et puis on fait un bout de chemin avec une association, puis on la laisse, on en retrouve une autre. Et puis il y a aussi les associations de fêtes, c'est-à-dire de gens qui ont le même hobby, enfin les mêmes centres d'intérêt, et qu'on retrouve périodiquement. Euh, L'aspect Léo, par exemple, euh, est-ce que c'est une association? Oui, oui et non. En tout cas, on a les mêmes goûts, enfin les mêmes projets, et on se retrouve dans le cadre d'expéditions spéléo, par exemple. Cette terrasse est très connue. Elle est à l'extrémité d'une célèbre avenue qui était plantée autrefois de très beaux tilleuls, L'avenue du Château. l'avenue du Château. Et c'est le long de cette avenue qu'il y avait une vieille maison dans laquelle il y avait une amie euh, qui s'appelait Madame Bonvin et qui m'avait dit, Théo, vous pouvez vous installer au troisième étage. C'était presque comme les propriétaires n'étaient pas d'accord entre eux, eh bien, enfin, j'en ai hérité pendant quelques années. Et il s'est passé des tas de choses étranges dans cet appartement que j'occupais. C'était à Meudon, hein, Oui. Bellevue-Meudon. Un jour, je remontais de l'école Saint-Joseph en vélo, et puis j'avais oublié ma clé à l'école. Alors j'ai passé mon vélo par-dessus la grille, par-dessus le mur, et je suis rentré, mais je n'avais pas la clé non plus d'entrée de la maison. Alors je suis allé derrière la maison, il y avait une véranda dont la plupart des carreaux étaient cassés.
Alors je me suis dit, je vais rentrer par un carreau cassé. Mais il y avait des bouts de verre qui dépassaient. Alors j'ai pris un caillou et j'ai fait dégringoler les bouts de verre pour ne pas me blesser. Ensuite, je suis remonté à mon appartement jusqu'en haut et je me suis couché. Et tout d'un coup, j'entends un bruit épouvantable à l'entrée de la maison, dehors. Je me précipite à la fenêtre en pyjama et qu'est-ce que je vois? Une voiture de police et plein de flics. Alors, bien sûr, j'ouvre la fenêtre et je leur demande qu'est-ce que vous voulez. Alors, quand ils m'ont vu en pyjama, ils ont vu que il y avait pas, j'étais pas un cambrioleur. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est que les voisins, en entendant les bouts de verre que je cassais, que je faisais dégringoler, avaient cru que c'était un cambriolage et avaient téléphoné à la gendarmerie. Alors, ils m'ont dit, bon, bah, allez vous recoucher. Et j'ai refermé la fenêtre et l'incident a été clos. Je suis sûr que ce serait aujourd'hui, je serais encore en tôle. Voilà. Ah, ça, j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains. Et c'est vrai, faire des tapis, ça monte très loin parce que je pensais pas que je pouvais faire des vrais tapis. Alors, j'ai essayé avec des crochets, avec des tas de choses quand j'étais plus jeune. Et puis ça me plaisait, marier les couleurs, les formes, etc. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une revue où on vendait des canevas avec des laines. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça n'existe plus du tout. Du coup, j'en ai acheté un, j'en ai fait, puis je me suis dit, mais je peux. Et après, j'ai trouvé dans les Landes un, un fabricant, enfin, oui, je ne sais pas comment on peut dire, de laine, une des filatures, voilà, j'arrive à trouver le mot, la filature des Landes, qui vendait et les canevas et toutes les laines, tout ce que je pouvais. Alors, de ce jour-là, j'ai commencé à rêver et à faire des tapis. Pour moi, c'est une grande, grande satisfaction. Mais maintenant, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai mal à la main. Parce que ça demande une force physique, hein, quand il faut travailler pendant des heures sur ce canevas très, très fort, très dur. Ça fait mal. Alors voilà. Mais tu as aussi failli aller travailler chez des femmes turques d'Anatolie, ou Ah je sais voilà, plus où. j'ai Et demandé, oui, j'aurais pu partir. Des femmes qui faisaient des tapis dans des petits villages. Alors, chez les Kurdes, je crois. oui, et puis chez les Touaregs aussi. Dans les deux endroits, on voulait bien me recevoir pour un mois même, si je voulais, travailler avec les femmes. Ça a toujours été un rêve et puis je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai pas réalisé. Mais c'est encore possible. Non, c'est trop tard. Il n'y a que toi qu'on est sûr. Quand on était mariés, quand on s'est mariés, on voulait 6 enfants. C'était notre idéal. On voulait 6 enfants. Et je ne sais pas pourquoi, hein, d'ailleurs. Bon, Une demi-douzaine. ouais. Et puis, il faut dire qu'on a eu Xavier, avec qui on a eu un peu de difficultés. Ce qui fait que on en a eu 4 et puis on s'est dit, il faudrait peut-être, faut déjà sortir de l'ornière, il faut les élever comme il faut. Mais notre idéal, c'était d'en avoir beaucoup. On avait envie de... Pour nous, c'était une richesse. Et puis bon, on en a eu 4. Et puis, ma foi, j'ai fait une fausse couche pour un cinquième. Et puis, j'ai pas pu en avoir après. Donc, on a été quand même pleinement heureux avec nos 4 enfants. Enfin, je sais pas si eux, ils ont été heureux. Mais nous, on a été heureux. Alors, nos petits-enfants, alors là, c'est un bonheur aussi complet. Mais même, on n'avait pas les élevés, les petits-enfants. Alors, c'était formidable. À chaque fois qu'on les avait, c'était que
que du bonheur. Et on ne se sentait pas responsable. Et puis, on a eu la chance que les familles nous les confient assez souvent. Alors, on est très proche de nos petits-enfants. Et puis voilà que maintenant, on a une arrière-petite-fille. Et bien là, alors là, pour moi, ça m'a donné un coup de vieux. Parce que cette petite fille, je me suis aperçue, elle est vivante comme tout, et que je pouvais même pas la prendre dans mes bras, je pouvais pas arriver à la porter. 10 kilos. Alors, je ne sais pas, c'est là que ça m'a donné l'impression que je devenais vieille. Et puis, ben, il y a les grands-parents partout. On a un rôle beaucoup plus lointain. Je pense que d'abord, on la voit beaucoup moins. Et puis, ben, elle a ses parents, elle a tous ses grands-parents. Alors, on, on est un peu en recul. Ça n'empêche pas qu'on l'aime autant, mais je sais pas. Hein, il n'y a pas le même. Ouais, ouais. Et toi, tu m'as déjà dit que ça ne te faisait pas la même chose que moi. Hein. Non. Voilà. Non, ça me fait un petit enfant de plus. Mais moi, j'ajouterais qu'en dehors de nos enfants biologiques ou petits-enfants biologiques, le fait qu'on s'occupe de colonies de vacances, de camps de jeunes, etc., on considérait tous les enfants qu'on avait un petit peu comme si c'était de la même famille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après coup, que des années après, ils nous sont restés encore longtemps attachés, parce qu'on les considérait exactement comme les nôtres. Enfin, Faut pas non plus faut pas exagérer. exagérer, parce que ça nous aurait coûté cher si on avait. Faut pas exagérer. Mais c'est vrai que tu as raison. On a vu les Arendelles il y a pas longtemps, ces anciens de la Lavanche là. Ils ont maintenant 60 ans. Et quand on a pris l'apéritif ensemble, ils parlaient avec les Bonnards de nous. Et ils disaient: ah, les Matedi, ah, Geneviève, tout ce qu'elle a pu nous dire sur le couple, etc. Et si elle n'était pas là, on ne sait pas si on serait encore ensemble. Ouais. Ça nous a posé problème. Donc, sans en avoir l'air, on était des modèles. Mais des modèles, je ne sais pas comment. Voilà. Eh ouais. Ah, s'était mis à son compte et il était courtier en produits coloniaux. Et alors, évidemment, il vendait des bateaux entiers hein, D'arachides. d'arachides. On disait pas cacahuètes, on disait arachides. Voilà. Alors, la chose marrante qui reste de ça, c'est que Françoise, on demande à Françoise, ma petite sœur à l'école, que fait ton papa? Il vend des cacahuètes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, les religieuses à Jeanne d'Arc, les bonnes sœurs, ont ouvert des grands yeux. Elles connaissaient la famille Matedi. C'était pas Matedi, c'était la famille de Suronde, pardon. Et les monsieur de Suronde vendent des cacahuètes. C'était vraiment. Alors, du coup, c'est resté tout à fait anecdotique. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a, il y a un mec qui habite aux Ouches de l'humour qui a fait des bouquins sur le paradis. Bon, bah, des fruits, on en a toujours eu et pourtant, c'était pas la mode hein, dans le temps. On n'en mangeait pas tellement. D'abord, ça coûtait cher, sauf les pommes, les poires. Enfin, sauf les fruits de saison qu'on mangeait, bien sûr, mais il y avait pas tous les fruits qu'il y a maintenant. Puis, on n'avait pas les moyens de conservation qu'on a maintenant. Mais chez nous, il y a toujours eu des fruits. Il y avait toujours une corbeille avec des fruits. Et le plus varié possible. Voilà. Et puis l'été, on se gorge de fruits de la forêt, des fruits que vous n'avez jamais vus, et qui ne sont pas des poisons puisqu'on est toujours là.
Je me souviens pas qu'il y ait un film qui s'appelle Valromey. Mais si, c'est pour le 75e anniversaire du touring. Ah, peut-être. Tu sais bien qu'on a Oui. tourné un film d'ailleurs. Oui. Tu as fait des conférences Oui, en alors, France. quand nous avons commencé à diriger le centre de la Lavanche, la spéléo n'était pas au programme. Même si, une fois, enfin à chaque session, on allait visiter la fameuse grotte du Pic. Bon. Mais ma passion existait bien avant d'aller à la Lavanche, puisque quand j'étais gamin, j'avais commencé à faire de la spéléo clandestinement un petit peu partout. Ceci dit, euh, je m'étais rendu compte que dans la région du Val-Romey, il y avait des possibilités, au point de vue grotte, qui étaient assez intéressantes. Alors, seulement il fallait connaître les trous. Or, qui les connaissait, c'était les gens du pays. Alors, tout le personnel de la Lavanche qui était originaire de la région du Val-Romey, je leur posais des questions, ils me montraient les entrées. Ensuite, on posait la question aux gens des villages. Et pour que tout le monde puisse nous aider, eh bien, on a associé le plus de gens possible de tous les villages du Val-Romey à cette recherche de grottes. Et le meilleur moyen, c'était de leur montrer des photos de grottes, des diapositives, ou bien même des films. Alors c'est ce que nous avons fait. On a tourné quelques petits bouts de films sur l'exploration des grottes, qui venaient d'ailleurs en complément des visites qu'on faisait avec les gens du pays. Il y avait des jeunes du côté de Chavornay qui ne demandaient que ça, et on les emmenait dans nos escapades, si bien que finalement les groupes de la Lavanche, ce n'étaient pas que des gens du Touring Club, c'était des gens de partout, de tous les villages, enfin des jeunes qu'on invitait à venir participer à nos explorations. Et ça nous a été vraiment utile, puisqu'il y a des grottes qu'on n'aurait jamais pu découvrir. Je pense au gouffre de Satori. On l'aurait jamais découvert tout seul si on n'avait pas été aidé par des jeunes du pays. Voilà, c'était le but. Puis en plus, ça nous faisait faire aussi, ça nous faisait faire de la pub enfin, dans les réunions du Touring Club. Et les parents des jeunes vacanciers, des jeunes spéléos, assistaient à nos explorations et voyaient ce que nous faisions avec les jeunes. Alors évidemment, c'était des parents complètement inconscients parce que ils n'ont jamais posé enfin, ils n'ont jamais tremblé devant ce qu'on leur montrait. Alors on apprenait aux gamins aussi à descendre par les fenêtres, sur les échelles spéléo, à remonter etc. quoi. Donc les moyens audiovisuels ont fait notre pub de tous les côtés. Ah oui, le salon, oui, c'était tout mansardé, il y avait une toute petite fenêtre. C'était même, il y avait une table aussi, on pouvait manger. Euh, Quoi dire là-dessus? C'est vrai que quand on s'est installé Ça n'a au pas duré CIM, il n'y longtemps. avait pas d'appartement. On avait Xavier et Claire encore, ce qui fait qu'on a pris une chambre pour Claire, une chambre pour nous, ce salon, une chambre pour Didier, parce qu'on avait Didier aussi, et une chambre pour Xavier. On avait pris 5 chambres, tout en haut, sous les toits, tout mansardé. Et que dire là-dessus? On avait l'espoir d'avoir bientôt un appartement, mais on s'est lancé dans cette aventure du tourisme social avec tellement de fougue
que, eh bien, ma foi, on est passé par-dessus toutes ces contraintes que ça nous avait données, hein, avec Enfin, on beau. tirait peut-être un petit peu plus vite que notre ombre, mais on arrivait quand même à nos fins au fur et à mesure. Euh, Dès que l'association a pu faire des travaux, on a eu un vrai appartement Voilà. qui se trouvait d'ailleurs juste au-dessus de la cuisine. Enfin, les ongles, c'est quelque chose d'utilitaire, hein. Pour les écureuils, ça leur permet de grimper aux arbres. Moi, je grimpe pas aux arbres, enfin, je grimpe plus aux arbres, mais je me gratte encore les oreilles. Donc, j'ai besoin au moins de l'index long. Mais les autres, je les coupe quand même parce que quelquefois, ils se retournent quand je fais un mauvais mouvement. Mais il n'y a pas longtemps que tu t'es coupé, sinon tu gardais ces quatre doigts-là Oui, longs. Et tu disais quand tu étais plus jeune que c'était pour prendre les choses délicatement, effectivement les insectes, les machins comme ça, tu prenais toujours avec tes ongles longs. oui, c'est vrai. Il y a des fruits pour les cueillir, il faut avoir des ongles. Ah, nous replongeons dans le passé. Ça a été ce passé qui a été très très riche en tant que jeune femme. C'était effectivement, c'était dans les années 50. Et ça a été très très... Bon, toujours dans, comme on disait hier, on parlait de la crise du logement. Quand nous avons eu en fin de compte un logement digne de ce nom de 4 pièces à Rueil-Malmaison, ah oui, à Rueil, euh, tout le monde, plein de ménages avec des enfants sont arrivés des quatre coins de la région parisienne. Il y avait même des jeunes ménages qui venaient de la campagne, dont les enfants n'avaient pas de culottes comme à la campagne. Enfin, c'était très, très, très mélangé. Et puis tout ce monde arrivait, déraciné, dans un quartier tout neuf, les rues n'étaient pas goudronnées, le quartier n'était pas fini, les écoles n'étaient pas finies non plus, les classes, il y avait 40 enfants au moins par classe. Euh, C'était tout neuf et pas encore aménagé, C'était sous-développé. si on veut. Mais enfin, c'était en développement, voilà, tout à fait. Alors, à ce moment-là, je faisais partie de l'Action catholique féminine et on s'est regroupé en équipe et on réfléchissait qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ce quartier devienne plus humain, que ces gens qui se trouvaient perdus se retrouvent. Nous, on était déjà une équipe, alors c'était plus facile, on se connaissait, on faisait un effort. Et puis, bien, euh, effectivement, on a pensé faire des heures d'amitié. On a vu que ça existait dans d'autres quartiers comme Sarcelles, d'autres quartiers de la région parisienne qui avaient été, où les gens s'étaient installés avant nous. Eh bien, ça avait eu beaucoup de succès. Alors, ben, c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec les femmes. Alors on était déjà une petite équipe à la base avec l'ACO, l'Action catholique ouvrière, etc. Et puis on faisait ça une fois par mois. Il y en avait une des dames qui disait moi j'apporterai une recette de cuisine et puis j'apporterai le résultat. En général c'était des gâteaux. Alors c'est comme ça que j'ai appris à faire du pain d'épices, des tartes au citron. Et puis, il y en avait pour tout le monde. Alors, on se retrouvait à une quinzaine. Et puis, c'est de bouche à oreille que les gens venaient. Et ça créait des liens d'amitié. Alors, c'était des femmes qui croyaient ou qui croyaient pas, peu importe. Mais on avait les mêmes problèmes avec les enfants à peu près du même âge. Et ça a été quelque chose d'extrêmement riche, à tel point qu'on a encore des contacts avec ces gens-là, parce que nous étions jeunes,
et ça, on partageait, quoi. Et ça a humanisé le quartier. Il faut dire que sociologiquement, les maris travaillaient et les Et, femmes avaient beaucoup d'enfants en bas âge, ce qui et fait qu'elles restaient il n'y au, avait pas le travail au- des femmes au comme foyer. maintenant. Oui, il n'y avait pas. Voilà. Ouais. À Ansauvillers, c'était ma mère, Marthe, et ma tante Marie qui dirigeaient une petite école de filles après la mort de mon père. Il faut dire que mon père est mort à Montgeron, il dirigeait une école de garçons qui s'appelait Saint-Augustin, et seulement ma mère, qui était une femme à l'époque, n'avait pas le droit, enfin d'après ses employeurs De de l'évêché. l'évêché, n'avait pas le droit de diriger une école de garçons, alors qu'elle aurait très bien pu le faire puisqu'elle avait les diplômes qu'il fallait. Bon, alors elle a fini par trouver d'autres écoles de filles, et c'est comme ça qu'on a atterri à Ansauvillers. C'était en 1938, je crois, à peu près, juste avant le début de la guerre. Alors après, pendant qu'on était à Ansauvillers, il y avait l'occupation, etc., etc. Alors Ansauvillers, c'était un village qui était situé sur le plateau Picard, et il n'y a pas de rivière dans cette région-là. Et les gens du pays, pour pouvoir avoir de l'eau, ne serait-ce que pour donner à boire à leurs vaches, eh bien, avaient creusé des mares dans lesquelles les eaux de pluie s'accumulaient. Et comme c'était des eaux stagnantes, elles étaient très vite couvertes de lentilles d'eau. Bon, nous sommes retournés en Sauvillers longtemps après, et maintenant il n'y a plus une seule mare. Tout a été comblé pour éviter sans doute les accidents. De même qu'il y avait des puits pour avoir de l'eau potable. C'était des puits qui avaient dans les 60 mètres de profondeur au minimum. Il fallait aller chercher l'eau en mettant un seau au bout d'une chaîne et remonter les seaux, qu'on appelait des seilles, jusqu'à la surface pour avoir de l'eau potable. L'eau, comment dirais-je, euh, la distribution d'eau euh, Et communale, est venu bien après. oui, ne s'est faite que au bout de 2 ou 3 ans après notre arrivée. Ah, un piano. Eh bien, toujours ma grand-mère Foy, la mère de ma mère, ma grand-mère maternelle, elle voulait que sa petite fille fasse du piano. Alors, avant la guerre, elle a acheté un piano qu'elle a fait livrer à Colombes. Et à partir de là, mes parents m'ont inscrit à des cours de piano à Jeanne d'Arc. Mais je devais pas être très très douée parce que j'ai pas jamais fait. Bon, mais c'est comme tous les enfants à ce moment-là, quoi. J'ai pris des cours de piano pendant 2 3 ans. Ça m'a appris le solfège en même temps, c'était pas mal. Mais euh, bon, enfin voilà. Et puis, on se marie, on a des tout petits logements, c'est la crise du logement. Je prends le piano à Rueil, mais après vraiment il n'y avait plus de place, on ne pouvait plus avec 4 enfants dans cet appartement. Et j'ai donné mon piano. Mais en même temps, ça m'a fait mal de donner mon piano. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un autre piano. Alors un jour, eh ben, Théo, je regardais, tu sais, dans les magasins, je regarde les pianos synthétiques comme on fait maintenant. Alors je jouais des petites bricoles et puis il m'a acheté un piano. Mais alors j'ai repris mes gammes, etc. Bon à rien avec ses doigts qui veulent plus suivre, c'est trop tard.
Donc voilà, il est dans ma chambre. De temps en temps, ça me prend, je leur joue un peu, mais c'est tout. Théo, Et Théo, il a fait du piano quand il était petit. Je ne sais pas s'il faut raconter Allez, l'histoire, mais bon, ça fait toi, partie toi des, aussi, tu prenais ça, des cours. ça fait partie des légendes familiales. Bon, mes parents voulaient que je fasse du piano parce que dans toutes les familles bourgeoises, les enfants faisaient du piano. J'avais d'ailleurs les cheveux coupés à la Jeanne d'Arc et euh, on me disait, oh la belle petite fille que vous avez qui joue du piano. Gna, gna, gna. Alors moi, j'étais très vexé, je ne voulais pas faire de piano. Alors je me cachais sous la table. Et le professeur de piano, c'était un aveugle, Monsieur Cheval, qui était très gentil, mais qui n'était pas sourd. Et quand il arrivait, il disait Théo, tu es sous la table, je t'entends. Il m'entendait respirer. Alors j'étais bien obligé de ressortir de sous la table. Et là, je subissais une séance d'une demi-heure ou d'une heure de piano. Je peux rajouter quelque chose, parce que après avoir lancé toutes ces heures d'amitié à Rueil, eh bien, j'ai été. Monseigneur Renard du diocèse m'a demandé si je pouvais coiffer la boucle de la Seine et essayer de lancer des heures d'amitié dans dans les autres communes des boucles de la Seine. J'avais une voiture à ma disposition. Claire était bébé, mais je l'ai emmenée partout. C'est comme ça que je me retrouvais dans tous les milieux avec des tas de gens, des tas de femmes. Et, et aussi, euh, grâce à ces heures d'amitié, je me suis heurtée, confrontée à une réalité que je ne pensais pas qu'il existait. Mais une femme venait pas, j'allais lui rendre visite pour savoir. On me disait, ça fait longtemps, on vous a pas vu. Eh bien, c'est arrivé plusieurs fois que j'arrive et ces femmes, eh bien, il y en avait qui avortaient toutes seules chez elles. Elles avaient déjà trois, quatre enfants. Et donc là, ça a été une réalité en disant les heures d'amitié, il faut que que ça déborde les recettes. Et donc, on a mis sur pied, on a pris contact avec. N'oublions pas qu'à l'époque, faire de la publicité contre la contraception, etc., c'était passible de prison. Pour la contraception. Et ça, les jeunes maintenant, ils ne peuvent pas imaginer que ça existait. Et donc, j'avais eu l'adresse d'une femme, docteur, à Saint-Germain-en-Laye, qui a accepté de venir dans une salle paroissiale qu'on avait mis à notre disposition, nous expliquer ce qu'on pouvait faire, ce que pouvait être la contraception, ce que pouvait. Et voilà. Et ça a été. Pour moi, c'était une découverte humaine très, très importante. Et en même temps, ce qui m'a fait m'engager dans d'autres choses après, mais c'était le démarrage. C'est vrai que les heures d'amitié ont été un démarrage pour. Voilà. Qui va parler du violon? Ah bah moi, j'ai jamais vu Monsieur Bonhomme jouer du violon. Si, si, Alors. si, si, Bah si. oui, non, mais je peux pas en parler. Oui, là, c'est quand notre mère est décédée, Monsieur Bonhomme a recueilli la famille Matedi dans les locaux de l'école Saint-Joseph à Bellevue, où il y avait de la place. Et donc, on a participé à la vie de l'école de différentes façons d'ailleurs, en étant pion, en étant moniteur de colonie de vacances à Saint-Jean-de-Mont, moi-même j'étais instituteur pendant un certain temps. Et Monsieur Bonhomme, qui avait l'oreille musicienne, apprenait des chants aux enfants et comment, Il jouait du il violon, servait de son il violon pour. s'accompagnait au violon. Il s'accompagnait, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il s'accompagnait de son violon pour faire chanter les enfants. Et il adorait jouer du violon.
Je crois que sa fille Geneviève a toujours ce violon. Mais elle n'a pas suivi la tradition et Elle n'a pas joué d'instrument de elle musique. n'a pas joué d'instrument de musique. Et pourtant, elle participe à une chorale. Voilà, c'est difficile d'en dire plus sur le violon. Ah oui, c'est l'oncle Georges. Depuis toute petite, quand j'étais petite à Colombes, il y avait un joli cadre avec la photo de Georges, qui était le demi-frère à mamie, avec sa croix de guerre et sa médaille militaire. Et alors on me racontait toujours qu'il était mort à la guerre de 14-18. Et mamie avait un amour pour ce frère vraiment très 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 fort. Et puis, quand mamie est morte, Dadou a trié les affaires de mamie et m'a donné un carton où il y avait toutes les photos de Georges qu'il avait, heureusement qu'il ne les a pas achetées, Dadou, et les lettres que ma grand-mère lui écrivait et les lettres que lui écrivait. Parce qu'il faut dire que mon grand-père de Suronne, de Foix, pardon, excusez-moi, mon grand-père Foix, il a été marié une première fois. Il a eu donc, avec sa première femme, ce petit garçon. Et après, il y a eu une petite fille qui n'a pas vécu. Et 3 mois après la naissance de la petite fille, la maman de Georges, donc, est morte. La maman la femme de mon grand-père. Alors, bon, il était veuf avec ce petit garçon et il a épousé ma grand-mère, Joséphine. Et ils ont eu Marguerite, ma mère, et Charles Foix, mon oncle. Et donc, ma grand-mère a élevé ce petit garçon, elle l'aimait absolument comme son fils, il faut voir les lettres. Il adore sa mère et elle l'adore. On sent beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité entre eux. Même les lettres de la guerre qui étaient censurées, qu'on a gardées, qu'on a pu mettre. Voilà. Alors, c'est très émotionnant parce que la dernière lettre que ma grand-mère a envoyée à ce fils adoptif, si je puis dire, elle a fini par revenir 6 mois après avec une autre lettre de l'armée où on mettait qu'il était disparu dans les tranchées de, je sais plus, juin. Il est mort en 1917. Alors il avait été d'abord, ce demi-frère, il avait été blessé dès le début de la guerre. Il a été renvoyé dans le Midi pour être soigné, etc. On a les photos, hein, les lettres. Et quand il a été retapé, alors quand il est parti la première fois, et il a dit on revient bientôt, la guerre va être gagnée, hein. Quand il est reparti la deuxième fois, début 17, il a dit, il a mis une petite photo à sa petite sœur Marguerite, ma mère, Guiguite, si je ne reviens pas de la guerre, ton petit frère, gna gna, puis il a soigné. C'était son grand frère. Et puis effectivement, quelques mois après, il a été tué. C'était un gâchis pas possible. J'ajoute une toute petite chose à la fin. C'est quand Louis, mon petit-fils, était en terminale, je crois que c'est en terminale, ou en première, je ne sais plus, quand ils font la guerre de 14-18, il me pose des questions comme ça. Oh ben je lui dis, tiens, je lui ouvre les mémoires de la famille et je lui fais lire le chapitre que j'avais écrit sur Georges Foix, avec les lettres, etc. Mais il m'a dit, si on nous expliquait la guerre comme ça, mais c'est formidable, pour lui, la guerre de 14-18, bon.
Et là, d'un seul coup, c'est devenu quelque chose d'intime, quelque chose qu'il a ressenti dans son corps. Et ça a été, pour moi, ça a été bouleversant.